Je vous propose donc de donner la parole à Steve Morin. C'est le moment où vous l'applaudissez. Alors, on a donc un sujet bien sûr qui est de commuter la présentation. Voilà. J'aurais bien aimé que quelqu'un le fasse pour nous. Avant donc du coup d'attaquer la présentation, moi je voudrais faire un truc que je voudrais me rendre utile avec Steve, parce que bon, Steve il est loquace. Si vous passez du temps avec lui, il est capable de vraiment en prendre avec vous, et vous raconter vraiment plein de belles expériences, etc. Mais il y a un exercice qui est quand même pas évident à faire, c'est de parler de soi. Et donc du coup, je voudrais qu'on n'omette pas de parler de ton parcours. Donc Steve, nous on s'est connus donc, sur les bancs des classes de l'Epitech, ouais. Puisque du coup tu es Epitech promotion 2007. Voilà, moi j'étais promotion 2004. À cette époque, donc du coup... Tu étais mon professeur d'ailleurs. C'est ça, voilà, j'espère que je t'ai pas mis trop de mauvaises notes. Si. Il a des rancœurs, qui mais traînent. On s'en fout. Il sortira les dossiers un jour, voilà. Comme un pieu dans mon cœur. Ouais. Non, plus sérieusement, du coup Steve, définitivement, il s'est investi dans l'innovation et l'entrepreneuriat dès lors qu'il était en classe déjà. Il n'a pas attendu d'être diplômé pour y arriver. Il a... travaillé dans différents labos de l'école, il a travaillé dans des labos à l'extérieur, il a travaillé dans différentes entreprises. Son stage de fin d'études, il l'a fait chez Google à New York. Il a travaillé avant ça pendant ce qu'on appelait sur Epitech à l'époque le part-time job. C'est ce qui d'ailleurs, pour la petite histoire, a créé l'impulsion de fonder Etna, puisque c'était une forme d'alternance quelque part. Bon, l'anglicisme est peut-être un peu gratuit, mais... quoi qu'il en soit, donc il a fait donc, du part-time job à l'INRIA, et notamment travaillé sur des questions de voitures, qui roulent toutes seules. Qui roulent toutes seules. J'ai fait ça pendant un peu plus de 4 ans. De 2000, je vais pas dire de bêtises, 2003 à 2007. Ça remonte. Mais mine de rien, c'est un sujet qui revient à l'ordre du jour. Certains d'entre vous peut-être ont suivi l'actualité. Il y a bien sûr Tesla qui avait vendu la fonctionnalité de voitures qui s'autopilotaient, qui allaient se mettre à jour une fois qu'ils allaient en avoir la possibilité. C'est sorti, il y a eu des petites bizarreries. Il y aurait Apple aussi qui fonctionnerait là-dessus. Il y a Google d'ailleurs qui travaille aussi là-dessus. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de neuf en fait. Non. Enfin, ce qu'on voit aujourd'hui chez Google, chez Apple, chez Tesla, etc. À part Tesla, ils sont bons. C'est pas très neuf comme techno. Parce qu'à l'époque, vous travailliez déjà sur ce genre de choses. Ah oui, oui. Bon, en tout cas, il y a déjà des démos même. Pour la petite histoire, moi je me rappelle, donc à l'Epitech, il y a également aussi des projets de fin d'études. Il y a un autre dispositif, un peu sur le principe d'InnovCamp, qui est le forum des EIP Epitech. Et je me rappelle que ce monsieur, avec ses acolytes, qui ont aussi des parcours de fous, ils avaient ramené une voiture qui conduisait toute seule. Bon, c'était pas mal quand même. C'était une Twingo. Très bricolée, on s'était bien marré à la faire. Et à l'époque d'ailleurs sa voiture personnelle était une Twingo. Mais bon, c'est pas grave. Non, c'était pas une Twingo. Ah, c'était pas cette époque-là. Bon, bref, longue histoire. On ne sait pas si sa Twingo, après derrière, il l'a équipée des mêmes choses que ce qu'il avait fait à l'INRIA. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être depuis que tu voudrais mettre Par exemple, aujourd'hui, tu fais quoi? Voilà, aujourd'hui, je suis VP plateforme dans une boîte qui s'appelle Zenly. Zenly, c'est une app de géologue. En gros, je vais vous la faire simple. C'est pour voir où sont vos potes en temps réel, mais sans niquer la batterie. Oui, j'ai dit niquer devant la caméra, désolé. Mais ouais, voilà. En gros, c'est pour voir où sont littéralement en temps réel tous vos potes, ou n'importe quoi pour le futur. Mais pour l'instant, tous les gens avec qui vous êtes amis, vous pouvez voir où ils sont, pour peu qu'ils vous acceptent et que vous les acceptiez, bien sûr. Et eux, ils peuvent voir où vous êtes. Et tout ça, bien sûr, sans, on a entre 1,5 et 2% de batterie par jour d'impact. Précis, hein, et on localise précisément. Et sachant que, bien sûr, il y a des solutions qui existent dans les différents univers respectifs des constructeurs, mais pour l'instant, ils n'ont pas ouvert, bien sûr, interplateforme les systèmes, et du coup un truc comme Where is my iPhone ou Where is my friend en gros c'est concrètement frontal avec Find My Friends de Apple, sauf que Find My Friends ça marche que sur iPhone, quoi.
Sachant qu'aussi, on a des petits trucs sympas, style, vous pouvez partager votre position à des gens qui n'ont pas l'app ou des gens avec qui vous n'êtes pas amis pendant 45 minutes. Et donc, ils ont un lien, ils cliquent, il y a une page web, ils vous voient. Le cas typique, c'est le rendez-vous, on est à la bourre. Plutôt que de dire... on est en scooter, on peut pas décrocher. C'est-à-dire qu'en venant, j'ai eu 4 appels en absence de ce monsieur. Mais j'étais en scooter, donc et je me suis dit, j'ai été con, j'aurais dû l'envoyer mon lien Zenly avant, il n'aurait pas eu, il se serait pas inquiété, il m'aurait juste vu arriver, quoi. Donc voilà, donc en gros, c'est clairement un réseau social où en fait, comme Instagram a craqué, on va dire, le partage d'images, en tout cas de la caméra. Nous, on s'attaque au partage de la position. Donc voilà, c'est clairement un réseau social et avec, bien sûr, les scales et bref. Il y a plein de petits secrets qu'on fait pour que ça marche bien, quoi. Ce qui est intéressant, on pourrait en parler longuement, c'est pas le terme particulier d'intervention de Steve, a priori, mais moi, ce que je retiendrai quand même de ce projet, c'est que par rapport à ce que peuvent parfois exprimer nos élèves comme idée sur des codecamps, sur des projets libres, sur des grands projets, du coup, vous voyez qu'on a mis tout de suite le doigt sur ce qui fait la différence avec l'existant. Parce que pour le coup, certains d'entre vous, ou en tout cas de vos prédécesseurs, ça c'est sûr, ont pu me parler de ce genre de choses en disant voilà, on va faire un truc de géologue, voilà, on a entendu qu'il y a un truc qui s'appelait Social Local Mobile, on va faire un truc dans ce secteur et puis on pourra partager sa localisation avec ses amis. Et du coup, que ce soit moi ou les éclaireurs sur les différents projets, les coachs sur les différents projets d'encadrement, ils vont avoir tendance volontairement à vous dire mais ça sert à quoi? Mais qu'est-ce que ça apporte par rapport au truc existant? Et ce qui est souvent peut-être un défaut de jeunesse, c'est que vous restez souvent, ou en tout cas ceux qui vous ont précédé, hein, peut-être que vous aurez plus de répondants, je l'espère, vous restez souvent bouche bée, genre « Ah, je sais pas, moi je trouvais ça bien ». D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand on Google géolocalisation entre amis? Est-ce qu'il y a des gens qui font déjà ça, etc. Comment vous vous différenciez de ces trucs-là, etc. Et du coup, vous voyez que ça fait quand même une très très grosse différence. Ce qui pourrait être marrant quand même pour finir, c'est que, vous allez dire que je suis vénal, c'est pas bien. C'est pas ça. Mais combien est-ce que vous avez réussi à lever d'argent auprès d'investisseurs sur cette idée? Je peux pas communiquer sur le sujet. Voilà. Bon, en tout cas, quelque chose qui fait vivre une équipe, on peut le dire? C'est pas sur cette idée. On lève jamais de l'argent sur une idée. C'est fini, ça. C'était en 2000 qu'on pouvait faire ça. D'ailleurs, il y a un documentaire... entendu, mec, t'es vieux, t'as des cheveux blancs, merci. Il y a un documentaire très intéressant qui s'appelle, je crois, les pionniers de l'Internet, un truc dans le style qui retrace un peu les périodes des années 2000, la bulle Internet, machin, c'est fini, ça. Lever de l'argent sur une idée, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bon, en tout cas, sur une thématique d'idée, sur une équipe, sur une techno, sur une équipe, sur une exécution surtout, en fait. Voilà, et en tout cas, vous n'êtes pas multimilliardaire, et du coup, vous arrivez quand même à lancer ce truc-là. Être plusieurs, ouais. Et avoir une croissance qui va bien. Et à avoir des réponses, justement, à ces questions qui cherchent à tout simplement pas à vous casser, ni vous, ni lui, ni eux dans Zenly, mais qui cherchent à les challenger pour savoir est-ce qu'on va mettre le moindre euro là-dessus. Et typiquement, d'ailleurs, vos camarades qui vont présenter devant le jury vendredi matin, ils vont être susceptibles de recevoir ce type de questions. En fait, je vais digresser un petit peu, mais la vraie raison pour laquelle 90% des boîtes meurent, des startups en tout cas, meurent, c'est pas à cause d'un problème de techno, enfin, ça peut arriver, mais c'est pas à cause d'un problème d'idée, c'est à cause d'un problème d'exécution. Ils font un super truc que personne n'utilise. Donc, et donc, s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de levée, tout simplement. C'est le premier truc, quand on veut lever de l'argent, il faut montrer de la croissance. Et montrer de la croissance, ça veut dire avoir de l'audience. Là, ça c'est notre courbe d'utilisateurs, vous voyez qu'elle fait comme ça. Ça, c'est notre courbe de rétention. Donc, les gens installent notre app, par exemple, et il y en a, je sais pas, un tiers qui reviennent tous les jours. Ça, c'est des gros chiffres. C'est pas des gros chiffres, c'est des chiffres. Et puis ce chiffre, il augmente. Donc, en fait, tout ce qui peut être facteur de croissance, c'est ça qui fait que, en gros, tout ce qui vous fait que votre projet, vous ressentez qu'il fonctionne, quoi, en fait. En vrai, un projet qui ne fonctionne pas, on le sait tous au fond de soi-même, on ne se l'avoue pas, pour en avoir fait plein, hein. On ne se l'avoue pas, mais un projet qui fonctionne, quand on a des métriques, et qu'on voit que la métrique, elle fait comme ça, et qu'elle monte de plus en plus,
bah, on sait que ça fonctionne, c'est grisant, et c'est grisant pour tout le monde. Et ça génère ce qu'on appelle, c'est de l'anglais, mais ça s'appelle du momentum, c'est-à-dire de l'inertie, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, peut-être vous avez remarqué qu'il y a des boîtes, je sais pas, sur un mois ou deux, ils vont annoncer plein de trucs, on a l'impression qu'ils sont en haut du monde, puis après ils annoncent plus rien parce qu'ils n'ont rien à annoncer, puis ils recommencent, etc. Ou alors ils distillent tout au long. Amazon est très fort là-dessus, par exemple. Amazon fait 50 annonces, il n'y a peut-être que 2 produits qui vont finir par sortir pour de vrai, mais ils font 50 annonces. Et on a l'impression que c'est genre des malades et tout. Donc ça génère du momentum aussi. Le momentum, ça sert à rien. En gros, imaginez que c'est un seau, votre valeur, c'est le niveau de la flotte, et dedans, il y a un trou. Bah, plus le trou il est petit, bah, plus la flotte, elle reste, quoi. Voilà, pour faire simple. Et moins ils font en rajouter. Part, en tout cas, oui. D'accord ? Moins vite elle part. Moins vite elle bon, cela dit, cette remarque qui était déclinée au cas de figure des startups, eh ben, elle s'applique aussi dans un groupe, dans un grand groupe, dans une grosse structure. Si vous avez un projet, si vous avez besoin d'aller chercher un budget, bah, du coup, il faudra que vous adoptiez la même logique. Cette même démarche qui consiste à aller voir les bons interlocuteurs qui ont les clés, en l'occurrence, bon, si c'est l'argent, le budget, qu'il va falloir que vous convainquiez, sur lesquels vous allez devoir présenter un plan et de démontrer que ça marche. D'ailleurs, je le rappelle, particulièrement sur les GPE, on dit que l'élément de jugement, de validation, ce ne sera pas l'avis des coachs, ce ne sera pas l'avis des éclaireurs, ce sera les faits, ce sera l'attraction qu'aura provoqué votre projet, que ce soit des utilisateurs gratuits, que ce soit des contributeurs si c'est de l'open source, que ce soit donc des utilisateurs, soit des utilisateurs payants, j'en sais rien, peu importe. Et c'est pour ça qu'on dit rencontrer son public pour généraliser. Voilà. Donc si c'est un projet open source, des contributeurs, des utilisateurs, Justement, du coup, je vais pouvoir transitionner sur mon truc. Ah là là. Parce que je pourrais parler des heures, hein, si tu veux. Enfin, on peut parler des heures, si tu veux. Je pense qu'ils l'ont senti, là. En fait, là, au premier rang, il y en a un qui a les yeux fermés. Il y a un truc à retenir, juste. J'aime bien quand on n'est pas rendu compte, en plus. Ça y est. J'aime bien quand on applaudit les gens qui ont les yeux fermés. Non, en gros, ce qu'il faut juste rappeler, c'est que si jamais vous allez chercher... Ça peut être des gens, ça peut être des binômes, peu importe. Enfin, que vous essayez de convaincre des trucs. Vous n'êtes pas là pour demander leur avis aux gens, vous êtes là pour expliquer pourquoi vous faites ce que vous faites, c'est le mieux. Donc quand on n'a rien à montrer, ben, on ne peut pas expliquer. On peut que demander, on peut dire qu'est-ce que tu en penses. Alors tout le monde va trouver ça super, c'est génial, bravo. Hein. Mais personne n'utilisera. Que si vous arrivez, vous dites, bah voilà, là en fait je ne suis pas en train de te demander ton avis, je suis en train de t'expliquer pourquoi ça marche. Quoi. Bah, là d'un coup la dynamique elle est complètement différente. C'est vous qui êtes en train de conduire. Vous êtes plus passager en demandant aux gens, s'il te plaît, un peu d'argent. Parce que personne ne vous le donnera. Par contre, si vous arrivez, vous dites, bah voilà. Donc, bah voilà, hein, voilà le terrain, bah voilà nous. Ah, ok. Donc, vous n'êtes pas là pour demander leur avis aux gens, vous êtes là pour leur expliquer pourquoi vous êtes les meilleurs. Voilà. Enfin, pourquoi, en tout cas, vous êtes sur le problème que vous attaquez, quoi. Donc, nous, par exemple, c'est pareil. Et on pourrait parler d'un million de trucs. On pourrait parler d'elevator pitch. Mais du coup, tu vas parler de disrupting government. Oui, alors, pour un petit peu rebondir sur ce que Samir disait sur l'innovation, là on ne l'attend pas, je ne suis pas du tout... Donc je vais vous parler en fait de comment on peut faire s'entrecroiser deux mondes, on va dire. Le monde juridique, ou législatif, en l'occurrence législatif, et le monde technique, notre monde, développeur. Et donc pour faire un truc qui apparemment n'est pas du tout, on va dire... on pourrait imaginer que c'est un truc qui est imbougeable, etc. Et au contraire, on a quand même vachement en fait, de possibilités de faire avancer les choses. Et donc là, du coup, je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe quand on met la loi, donc le code civil en l'occurrence, mais depuis il y a tous les codes, mais le code civil sur un source control style GitHub, en l'occurrence GitHub. Donc je ne suis pas le premier à y avoir pensé. Il y a un mec très 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 intelligent qui s'appelle Laurence Lessig qui a théorisé ça dans les années à peu près début 2000. Qui en gros dit que le code c'est la loi c'est le code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'analogie entre les deux est extrêmement forte. La loi, c'est du code pour les humains. Si un jour vous ouvrez un code civil, vous lisez, vous allez dire putain, c'est pas possible, il n'y a pas de if machin, mais c'est la même chose quoi. C'est vraiment la même chose. Si le mec il a pas fait ça, alors machin. C'est la même problématique. Donc concrètement, on peut imaginer que quand on modélise ça comme ça, on peut prendre quelques petits postulats, genre qui sont pas faux, hein. Par exemple que les députés, ceux qui écrivent les lois, c'est des gens qui travaillent en collaboration sur du texte. Donc après, outre l'aspect vote, hein, je parle de l'aspect création d'une loi ou d'un amendement ou peu importe, d'une modification du code, imaginons. Donc c'est des gens qui travaillent en manière collaborative sur du texte.
Les développeurs, bah, eux aussi. On fait la même chose. Enfin, bon, qu'on soit tout seul, mais encore. Le fait qu'on soit plusieurs sur un projet, on travaille de manière collaborative sur du texte. Il se trouve que c'est du code, mais ça reste du texte, en l'occurrence. Or, il se trouve que nous, bah, on a quand même la maîtrise de l'outil informatique. Et l'outil informatique, il est quand même vachement bon pour faire des trucs que l'humain ne sait pas bien faire. Par exemple, comparer les différences, faire des changements, traquer les changements, dater, etc. À la main, c'est chiant, il y a plein d'erreurs, etc. La machine sait le faire très bien, elle le fait hyper vite. Et il se trouve qu'on la contrôle nous, donc forcément, on a un impact un peu plus fort là-dessus. Mais le truc important à se rappeler, c'est que les gens qui écrivent les lois, ils pensent tous les problèmes, ils modélisent tous les problèmes d'une manière législative, ou en tout cas en termes de loi. Je prends un exemple tout bête, vous allez voir je sais pas, un accident. Le législateur il va penser à faire une loi pour faire que la norme je sais pas, de la ligne blanche elle soit mieux, j'en sais rien. En gros, une réponse législative à un problème. Il faut qu'on fasse ça. Les devs, nous, on va approcher le problème de manière technique. On va dire, ah bah ok, c'est un accident, c'est parce que le pneu, je sais pas, il a pété parce qu'il y avait le pattern de pneu était pas bon et du coup ça fait que nanana. Donc si on change le pattern, bah, il n'y a plus de problème. Donc, pas l'intérêt, mais la conclusion de ces deux trucs-là, c'est que les deux approches sont sensibles et sont pas forcément cons. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui écrit des lois de dire bah, il faut que maintenant les pneus ils soient comme ça, parce que c'est la solution. Ça peut être une solution pour forcer peut-être les fabricants. Le technique, il va dire bah, moi, si je fais ça, j'ai l'avantage compétitif du marché, donc les gens vont aller chez moi parce que je serai plus sûr, ça pourrait être un argument de vente, et voilà. Mais le point, c'est que les deux approches ne sont pas forcément invalides. Des fois oui, des fois non. Donc en fait, finalement, ce qu'on s'en perçoit, c'est que c'est un peu les deux faces de la même pièce, quoi. C'est juste que la modélisation du problème est différente. Et donc, comme je vous disais, il se trouve que, pour le cas exemple de la loi, les machines, elles sont quand même super bonnes à traquer les changements dans un texte. Enfin, Git, typiquement, ou enfin, et avant SVN, etc. Ça va très très vite. Un truc qui met peut-être, je sais pas, 10 secondes à un être humain, la machine va le faire en quelques millièmes de seconde. Enfin, quelques millisecondes sans aucun problème. Et du coup, vu que la machine est très bonne à faire ça, ce qu'on a inventé, nous les devs, pour traquer nos changements, c'est des systèmes de contrôle de version, de versionning, quoi. Genre Git, bon maintenant ça y est, c'est le maître maintenant aujourd'hui, mais peut-être jusqu'au prochain, comme SVN a été maître, comme CVS a été maître, etc. Or, si on s'imagine que la loi c'est du code pour les humains, en fait, en l'occurrence les codes donc civil, pénal, agriculture, tout ce que vous voulez, bah on peut se dire que ce code-là, il subit des changements, il est refiné, il a des bugs. Oui, ça existe, des bugs dans la loi. Les Américains appellent ça les loopholes, c'est les vides juridiques, quoi. Genre, ah ouais, mais là, si en fait, le mec, si on engage un mec qui est nanana à tel poste, bah en fait, la loi s'applique pas pour nous. Bam, ça peut être un bug qui peut être corrigé par une prochaine loi qui va dire, bon bah ok, je rectifie ce bug-là, par exemple. Alors, ça s'appelle pas un bug, mais bon. Et en l'occurrence, la loi, bah, c'est le code source du pays, quoi. C'est ce qui fait qu'on conduit à droite, c'est ce qui fait que, je peux prendre l'exemple des codes pénaux, on peut prendre l'exemple du code civil, si une personne, je sais pas, renverse quelqu'un, elle va aller machin. Or, donc en fait, tous les cas en fait, de vie qui font que bah, on a un building qui s'écrase pas sur notre gueule, qu'on a du courant, que le courant il est en 220, etc., etc. Or, il se trouve que le code, bah, quand on est sérieux, quoi, le code c'est versionné. On peut tout traquer normalement, enfin en tout cas je vous le souhaite, que tout le code que vous écrivez soit versionné, pour revenir en arrière, pour savoir qu'est-ce qui a fait qu'on a introduit un bug, mais on a introduit quand ce bug-là? Il se manifeste aujourd'hui, peut-être qu'il a été introduit il y a 3 mois. Et du coup on va pouvoir regarder c'est quoi le changement, machin, identifier. Et surtout ce qui est intéressant avec un source control, c'est qu'on peut nommer et linker sur un changement en particulier. Et donc pas l'état du texte à un moment donné, mais le changement qui a mené à cet état du texte. Donc en l'occurrence le commit. Donc ça donne quoi? Sur le code civil, ça donne ça. Donc en gros, c'est tout simplement traquer les versions du code civil dans Git, savoir quelle loi a changé quoi, etc. et le mettre sur Git.
Donc j'ai fait ça, genre, enfin, en gros, ça fait un moment que ça me trottait dans la tête. Et en tout cas, la modélisation, je trouvais ça élégante, quoi. Modéliser le code sous forme de loi et la loi sous forme de code. Et donc j'ai fait ça un après-midi où j'avais un peu d'avance sur un truc, et bref. J'ai fait ce petit truc-là, je l'ai tweeté dans la nuit, enfin avant de me coucher, quoi, j'étais en train de m'endormir, et je suis parti me coucher. Donc un petit tweet, voilà, rien de plus méchant, bon bah voilà, ça marche. Le lendemain, je me suis réveillé, et là je prends mon téléphone, et je déverrouille, enfin je déverrouille pas mon téléphone, alors je prends mon téléphone, et je vois les notifs qui déroulent, comme ça, devant moi, quoi. Donc qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Évidemment, je m'étais couché un peu tard, je me réveille un peu tard. Je vois les notifs qui déroulent et je vois genre retweet, reply, machin, truc, machin. Et je vois genre 3 appels en absence. Enfin, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Et en fait, bingo, bah, pour une raison que j'ignore, enfin, j'ai des idées, mais parce que je suis pas le premier à avoir imaginé ce genre de truc. Bah, le lendemain matin, il y en avait partout, sur le net, dans Le Monde, dans le Figaro, dans le machin, sur des sites, etc. Donc le point, ce qui est intéressant dans le fait que ça ait marché, cette fois-ci, c'est qu'il y a eu un engouement, surtout des développeurs, à qui on a pu dire à un moment donné, maintenant, avec vos techniques de développeur, votre cerveau de développeur, enfin en tout cas de technicien, si je puis dire, mais on va dire développeur, vous avez accès à un tout nouvel univers qui est la loi. Donc avec tous vos outils, Git, Tig, je sais pas, GitHub, etc., pull request, est-ce que vous voulez, vous avez accès à finalement le code source des codes sources qui est la loi. Et ça c'est intéressant parce que premièrement c'est apolitique, il n'y a pas de politique là-dedans, c'est étatique, c'est la France quoi, voilà. Et ce que j'ai remarqué en fait de ça, c'est que dans toutes les discussions qu'il y a eu, il y a eu zéro discussion politique là-dessus, zéro. On parlait que de faits. On parlait que de changement de la loi, de machin, de trucs, etc. Après, que la loi, on soit d'accord ou pas, c'est autre chose. Mais le point, c'est que la loi est là et le code, il dit ça, quoi. Et donc, ce que ça a créé, c'est que moi, je l'ai vu dans mon Twitter, j'ai même vu des mecs parler entre eux, etc. Toute une catégorie de gens qui, pour eux, la loi était quelque chose d'opaque. Et pour moi, ça l'était aussi. Hein. Je vois un code civil d'Allo, j'ai pas envie de l'ouvrir, quoi. D'un coup, en fait, ils avaient accès à la loi. Pourquoi ? Parce que les commits, les diffs, c'est beaucoup plus digeste à lire que de dire « Ah, tiens, voilà 400 pages de code civil, bon courage, bonsoir ». Bah non, là on peut regarder, changement par changement, comment le code a évolué. Et donc ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on peut en fait s'apercevoir que bah, finalement c'est juste du texte et on peut apprendre le truc de manière petit à petit. On peut dire tiens, cette loi elle a fait quoi ? Ah bah elle a modifié tel mot avec machin, puis elle a fait tel truc. Et du coup c'est beaucoup plus facile en fait d'appréhender la chose. Et qu'est-ce que ça crée comme effet ? Alors là, c'est juste à quelques personnes, mais quand on élargit le scope en fait de ça, donc là, on parle pas de... Là, vous voyez, je suis pas en train de vous montrer un article du Figaro ou de Marianne, ou je sais pas quel truc vous lisez, mais là, je parle de la loi. C'est que d'un coup, on discute plus des opinions là. D'un coup, on discute des faits. Donc, on enlève tout ce merdier opinionné en fait, qui finalement monopolise les médias aujourd'hui. Parce que en fait, l'alignement d'un média n'est pas aligné avec l'alignement du bien commun. C'est parce que c'est une entreprise privée, donc elle va faire elle a des chiffres à faire, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on débat sur des sujets, en l'occurrence, on arrête de débattre sur de la merde. On débat sur des faits. Donc on peut ne pas être d'accord avec entre nous, peu importe, c'est pas le sujet. C'est ce qui fait que c'est cool qu'on soit pas d'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas d'accord sur des faits, et pas sur des « je pense que » ou « j'ai entendu que » ou « j'ai lu que » sur Facebook. Regarde, ça a été partagé avec des fautes d'orthographe. D'ailleurs, tous ceux qui écrivent « ça va » avec un S, vous pouvez... attention, je vous regarde. Donc je vais prendre l'exemple parfait pour ça, ça a été le mariage homosexuel. Le mariage homosexuel, ça a fait, qu'on soit d'accord ou pas, on s'en fout un peu en fait. Le mariage homosexuel, ce qui est intéressant, c'est que ça a fait une montagne de merde jamais vue. J'ai été au ministère de la Justice il y a 3 mois, en septembre, donc plus d'1 an et demi, presque 2 ans après le vote de la loi, il y avait encore des mecs, un groupe de, 10-20 personnes qui étaient devant avec des bougies, quoi. À midi. Je dis, c'est qui ? Ah bah non, c'est les veilleurs. Mais ils manifestent quoi ? Le mariage encore.
Mais ça fait 2 ans, les gars. Oui, bah, ça fait 2 ans. Et je passais tous les soirs devant le Place Vendôme et je les voyais de temps en temps, je me marrais, bon, on rigole bien. Et le truc en fait intéressant, c'est que quand vous regardez la loi, donc encore une fois, on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est pas le sujet. On parle pas d'opinion là. Ce qu'on parle, c'est de faits. Et quand vous regardez la loi, vous apercevez que 80-90% des changements dans la loi, c'est ça. C'est changer père et mère par parent. Donc vous imaginez quand même le niveau d'emmerde que ça génère et le niveau d'amplification du bruit que ça a pu générer un truc comme ça pour ça. Et tous les gens à qui j'ai montré ça, moi le premier, hein, ils m'ont dit mais c'est tout? Bah ouais. Ouais, c'est de la sémantique. C'est clairement de la sémantique. Avec un impact très fort sociétal, évidemment. Mais c'est de la sémantique. Et je pense que, moi, enfin, en tout cas, je suis persuadé que si on présentait aux gens la vérité, à savoir ça, le débat serait quand même vachement plus intéressant, à mon avis. Parce qu'on parlerait de vraies choses. On ne parlerait pas de « oui, mais j'ai entendu que vous alliez autoriser le fait de bouillir les enfants et tout ». Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Et voilà, quoi. Donc, machin chose d'émission, enfin, bref. Non, là, on parle de choses un peu sérieuses et on parle de faits, encore une fois. Donc, vous voyez un petit peu comment un soufflet, d'un coup, retombe d'un coup, juste parce que, bah voilà, on change père et mère par parent. Donc, le point là-dedans, voilà, c'est d'enlever le fantasme, en fait, du débat. Enfin, en tout cas, essayer d'enlever le fantasme du débat. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on devrait tous faire quand on débat, finalement. C'est enlever le fantasme et s'arrêter au fait, mais malheureusement, c'est pas toujours évident. Donc, du coup, ce que ça a pu faire ce que ça a eu comme effet, en fait, et ce que c'est en train de continuer, comme effet, c'est qu'on a pu injecter, en fait, les devs dans le processus de création de la loi. Puisque je vous rappelle que quand vous allez voir les députés, vous leur dites « Ah, je suis pas d'accord, machin, c'est dégueulasse », il y a des grandes chances que vous soyez complètement à côté de la plaque, parce que vous avez encore lu un article sur sitedemerde.fr, machin, etc., qui dit n'importe quoi, pas sourcé, etc. Mais ça a l'air sérieux, donc on partage. Non, bah, il va dire « Oui, mais mec, t'es mignon ». Donc vous passez d'un coup pour un con, comme eux, des fois, peuvent passer pour des cons quand ils parlent de trucs qu'ils connaissent pas. Et vous dites, regardez, ils connaissent que dalle, ils veulent légiférer là-dessus. Donc là, au moins, bah, vous allez voir avec des vraies données, quoi, des vrais faits. Ouais, tel changement, tel truc, je suis pas d'accord, parce que nanana, si on s'en réfère, etc. Il se trouve qu'il y a vachement plus de développeurs qu'il y a d'avocats, en tout cas d'avocats spécialisés dans la création de la loi. Il y a beaucoup d'avocats qui font autre chose que ça, ils savent la lire, mais la création, c'est pas trop leur truc. Donc il y a vachement plus de gens qui peuvent être d'un coup impliqués dans le processus de création de la loi. Donc encore une fois, beaucoup plus d'yeux sur le problème, beaucoup moins de merde. Puisque bah, d'un coup, en fait, par la loi des systèmes décentralisés, bref, bah, en fait, le barycentre global, quoi, il est beaucoup plus équilibré qu'un vieux débat stérile partisan, quoi. En gros, et moi je l'ai vu, j'ai vu des gens, enfin un mec m'a envoyé un tweet en me disant c'est quoi ce... Donc il m'a envoyé une loi qui concernait je ne sais plus quel sujet, et il y avait un amendement, enfin il y avait un changement dans le code qui n'avait rien à voir avec le reste. Rien à voir. Alors, et donc en fait, ce que ça s'appelle les amendements, au passage, hein, je vous un peu de culture, ça s'appelle les amendements escaliers. Et en fait, les amendements escaliers, c'est on fait une loi, par exemple, je sais pas, contre la violence animale. On est tous d'accord là-dessus. Ah ouais, bah oui. Puis on va glisser une petite truc au milieu, par exemple, je sais pas... on va punir les partages de fichiers. J'en sais rien. Donc la loi qui parle de violence animale, bon, c'est un cas un peu extrême, mais ça s'appelle les amendements escaliers. Ça existe. Et donc du coup, évidemment, ça met les députés dans une position compliquée, parce que quand ils voient l'amendement qui a été adopté, genre sur par exemple le partage de fichiers, c'est pas ça qu'on va retenir. Ce qu'on va retenir, c'est machin chose député a voté contre la loi qui punit la violence animale. Alors qu'en fait, dedans, il y avait un truc dégueulasse, indigeste. Mais voilà, donc vous voyez un peu le problème que ça génère. Le point là-dedans, c'est qu'il y a un mec qui n'est pas un juriste, qui est un dev, qui m'a envoyé un tweet en me disant c'est quoi cet amendement dans une loi qui datait d'il y a genre 10 ans, quoi. Enfin un truc. Donc le mec, il a pris le temps de regarder, et parce que le truc était plus digeste, en tout cas pour les devs, et parce que c'est notre métier, bah, il a vu ce truc-là. Et donc, fois N gens, etc., imaginez ce que ça peut avoir comme impact en termes finalement de demander des comptes aux gens qui nous représentent. En tout cas, qui sont censés nous représenter. Finalement, ce que ça permet de faire, ça permet de décentraliser la création de lois. Alors pourquoi décentraliser la création de lois, c'est intéressant ?
Puisque on peut, surtout en ce moment en plus, on peut croire que oui, le système politique est pourri, mettons on n'y croit plus, pour une raison X, Y ou Z, et qui regarde chacun. La raison pour laquelle ça se passe, c'est parce qu'on a le sentiment que c'est ce qu'on dit une oligarchie, quoi. Le député, il vote pas pour ce pourquoi on l'a élu de faire. La vraie raison, c'est que, enfin, la vraie réponse à ça, on peut gueuler, oui, certes, mais la vraie réponse à ça, c'est d'élargir le nombre de gens dans ce cas-là qui ont un impact. Et plus vous avez de gens qui font partie d'un système, plus le système est équilibré. Quand on prend, par exemple, on prend n'importe quelle personne sur la Terre, on leur pose une question, est-ce que vous voulez tuer des gens ? De manière consistante, dans chaque société du monde, il y a une petite partie des gens qui vont être barjots, qui vont faire de la tôle, machin, qui vont vouloir tuer des gens, et l'immense majorité des gens ne voudront jamais tuer d'autres gens. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en tant qu'humanité, on partage des valeurs plus ou moins communes. On n'a pas envie d'aller le matin et buter des mecs, quoi. Il y en a, oui, mais il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et vice-versa. C'est pour ça que toutes les sociétés, toutes, ont de la criminalité, toutes les sociétés ont des prisons, etc. Toutes. Depuis tout temps. Sauf que du coup, ça veut dire que si on élargit le nombre de gens qui ont du scrutin sur la loi, donc qui ont en fait les yeux sur la loi, en fait, on élargit le poids qu'ont les citoyens sur la loi. En élevant, le débat avec nos députés, et surtout en parlant de faits et pas de fantasmes. Vous pouvez être 200 000 à manifester sur un truc et être complètement à côté de la plaque. Le fait que vous ayez du poids, c'est pas que vous soyez juste, c'est que vous soyez 200 000. C'est tout. C'est uniquement ça. Ce qui est dommage. S'il y a 20 mecs qui ont raison, ce serait peut-être intéressant qu'on les reconnaisse, ces mecs-là. Versus les 10 000 qui ont tort, par exemple. Donc voilà, pour terminer, ce truc-là, c'était un truc qui s'est passé en avril dernier. C'est en train de continuer, au passage. Il y a des gens, donc c'est remonté, évidemment, il y a des gens que ça intéresse beaucoup, et en particulier, en premier, les députés, pour une raison toute simple, c'est que les députés, c'est des gens qui sont élus. Donc, n'oubliez jamais ça d'ailleurs. Quand vous voyez un mec à la télé, vous dites « mais qu'est-ce qu'il est con celui-là ?» Dites-vous juste que la seule raison pour laquelle il est là, c'est parce qu'il a été élu, pas parce qu'il est intelligent. C'est pas corrélé. Des fois oui, des fois non. Donc rappelez-vous de ça, ça permet un peu de digérer la pilule, des fois. Et le point, c'est que c'est des gens qui ont été élus, et qui reconnaissent, en fait, leur légitimité vient de leur élection. Donc, en fait, vient de la représentation des gens. Donc, quand ils vont aller demander des questions pour faire des lois, pour faire des changements, etc., ils vont aller voir qui ? Ils vont aller voir des gens comme eux, qui représentent d'autres gens. Pas forcément des gens qui sont pertinents. Eux, dans leur référentiel, ils doivent être pertinents puisqu'ils représentent des gens. Donc, ils vont voir quoi ? Ils vont voir les associations, syndicats, etc., etc. Leur problème, c'est qu'ils voient toujours les mêmes personnes, du coup. Pas forcément des gens qui sont pertinent pour le sujet en question. Ou alors il se trouve que, oui, il y a mon beau-frère qui a un mec machin, mais concrètement, quand on a 60 millions de personnes devant soi, comment on connaît la personne à qui on va parler ? Forcément, on va voir les associations. Bref, tous les gens qui représentent d'autres gens. L'intérêt d'une approche comme ça, en fait, c'est que ça leur permet d'élargir leur débat, en fait. Puisque les gens viennent les voir avec des vrais trucs sourcés, carrés et pertinents, d'un coup pour eux le débat, et moi ils m'ont montré, j'ai un député, il m'a montré, le vice-président de la commission des lois, il m'a montré sa boîte mail, il y a, en tout cas les réclamations des gens, 90% c'est du bruit. Mais du bruit, c'est des insultes, c'est 50 fois la même question qui n'a rien à voir avec le débat de la loi, et encore, ça c'est pour les gens qui prennent le temps de le faire. Je pense que la majorité des gens, moi y compris, n'ont jamais fait ça. Donc c'est pareil aussi, pour eux c'est une façon aussi d'élargir en fait comment on peut aller sourcer le savoir aux bonnes personnes, quoi. Donc encore une fois, comme on fait dans l'open source aussi. Dans l'open source, on juge les gens par leur contribution, ça peut être pareil avec la loi. En tout cas, c'est l'idée. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez des mails, des questions, vous pouvez m'envoyer un tweet @Steve ou sinon hello@Zenly. Et puis, si vous avez des questions maintenant, d'ailleurs, je suis très content d'y répondre. Bon, alors, peut-être avant les éventuelles questions, moi, je voudrais quand même, entre guillemets, enfoncer le clou de tout ce qui a été dit ici. Alors, vous pourriez dire, ok, là, ça devient politique, on n'était pas à InnovCam, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bien entendu, vous avez compris qu'il s'agissait de mettre en perspective ce sujet, peut-être politique, d'accord, mais par rapport à la technicité de... Étatique, pas politique. Oui. Ah oui, on n'est pas en train de parler d'idées, là.
D'accord. Et d'ailleurs, Oui, du coup, on c'est peut dire important, mais la mondial aussi, discussion- puisque le sujet s'applique pas forcément qu'en France, d'ailleurs, aussi. Ouais. Donc, c'est infiniment pas politique, effectivement. Mais bon, du coup, moi, je trouve ça quand même super intéressant parce que je remarque que nos élèves ont tendance à pas forcément avoir d'avis, justement, sur, disons, les lois, du coup, mais en tout cas, le débat politique, peut-être, parce que, du coup, ça leur parle pas et qu'effectivement, je crois vraiment que s'ils pouvaient accéder à la loi sous ce format, ils comprendraient beaucoup mieux les choses. Ce qui est incroyable quand même sur l'exemple de la modif, le père, la mère par les parents. Bon, bien sûr, vous avez compris la quantité d'octets. Hein, on est entre nous, donc on peut dire octets. Que ça change, c'est vraiment pas grand-chose. Mais ce qui aurait été marrant, ce serait de mettre en perspective la publication journal officiel de la modif. Ouais. Parce que c'est vraiment juste terrible, quoi. Et alors quand vraiment vous devez vous sacrifier à l'exercice de reprendre l'historique d'une loi, regarder les modifs, et quand vous découvrez du coup, parce que vous le mettez en perspective un peu avec une logique de codeur, bah, qu'il y a des bouts de code qui ont été droppés, et ça compile plus. Ah non, mais la loi, la loi sur le mariage pour tous, elle dit pas père, mère, parent. Elle dit article 1, voilà, par exemple là dans l'exemple là, c'est littéralement écrit en tout français, hein. Article 34, alinéa A, après remplacer des parents, des pères et mères par des parents. C'est tout ce qu'elle dit, la loi. Donc bonsoir pour avoir le contexte, bonsoir pour avoir tout, en fait, l'information que vous avez besoin pour juger. La loi dit juste ça. Donc quand vous voyez la loi, vous comprenez rien, évidemment. Et du coup, ça fait des débats publics, d'ailleurs, anecdotiques, qu'on pourrait citer en référence ici, du genre le débat qu'il y a eu autour de l'expression « en bon père de famille », qui a été un débat public parce que quand même, mon Dieu, les familles monoparentales avec mère isolée, le père, c'est machiste. Mais sauf qu'ils n'ont pas allé faire l'étymologie et ça voulait dire juste chef de famille, historiquement, c'est juste ce que ça voulait dire. Et que parfois, à une époque, on appelait par exemple le maire de la ville le père de la ville. Enfin, et on arrive à avoir ce genre de débat. Je vous passe aussi plus récemment l'histoire de Internet, l'Internet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Bon, j'ai pas parlé d'OS souverain, hein. J'en ai pas parlé. Donc n'en parlons pas. D'OS souverain. Ah. Donc, on a dit vous n'avez pas de politique. On a dit qu'on faisait de l'innovation et de l'entrepreneuriat. On était de bonne humeur là. Donc, le truc, en fait, ce qu'il faut juste savoir, c'est que ça paraît con, ça m'a pris peut-être quelques heures à faire. L'impact que ça a eu, et je peux des endroits où je me suis retrouvé à cause de ça, enfin grâce à ça, je devrais dire plutôt. Je pensais jamais pouvoir y arriver. Je pensais jamais me retrouver au restaurant parlementaire avec des députés et genre 10 personnes devant moi qui me regardent et qui boivent mes paroles. Je pensais jamais pouvoir arriver à ce truc-là. Le point, c'est ce qu'il a fallu, c'est Sublime Text, Git et GitHub. T'as plus de batterie ? Voilà. Bah non, parce que c'est quand même plus intéressant ce que j'ai à dire. Et donc... Je sors. Ah non, mais c'est qui... Bon, bah voilà. Et donc, alors... Non, moi, de toute façon, je suis là tous les jours, c'est pas de sujet. Voilà. Bon, moi, je voulais quand même aussi donner une autre anecdote. Attends, juste pour finir là-dessus quand même. Ouais, c'est foutu, t'es crevé là, c'est bon. Pour finir là-dessus quand même, c'est que... Dites-vous bien que... Vous voyez ce qu'on peut faire avec une putain de machine, avec ses putains de doigts et son cigare. On fait quand même des trucs quand même qui peuvent nous amener à des endroits qu'on n'imaginait pas. Donc le point, c'est que l'innovation, elle est partout et elle est surtout invisible avant qu'on la voie. N'oubliez jamais, jamais, jamais ça. Et surtout, d'ailleurs, j'en profite aussi un petit peu, elle est souvent aux endroits où les gens vous diront « mais c'est complètement con de faire ça ». Comme on dit, il y a toujours... Bon, dommage, j'ai pas le graphe, mais pour finir juste ce propos-là, il y a un très graphe très connu de 2 cercles, les bonnes idées et les mauvaises idées. Et ces 2 cercles se touchent, quoi. Et il y a une petite zone au milieu, c'est les bonnes idées qui ont l'air d'être des mauvaises idées. Et c'est là, en fait, où est la valeur. N'oubliez jamais ça, parce que les bonnes idées, évidemment, tout le monde les fait. Donc vous ne serez pas le premier à les faire. Les mauvaises idées, évidemment, personne ne les fait. Mais une bonne idée qui paraît être une mauvaise, personne ne l'a fait. Et vous serez le premier. Et vous pouvez regarder dans plein même de success story, quand vous regardez à l'envers, c'était souvent comme ça, quoi, que ça démarrait. Et tout le monde disait, mais ça marchera jamais, mais n'importe quoi, etc., etc. Et pourtant, pourtant si. Et la seule différence qui fait qu'une bonne idée, enfin, on le sait jamais a priori, on le sait qu'a posteriori,
Et la seule différence qui fait finalement une mauvaise idée finalement était une bonne, c'est l'exécution. C'est pas l'idée en elle-même, c'est ce que vous en faites. Des fois, une idée peut être très mauvaise jusqu'à ce que la personne craque le truc. Et voilà. Nous, quand on allait voir les investisseurs, quand on disait on fait de la géoloc, nos potes, ils nous disaient oh, oh, on a vu 50 comme vous. Ouais, mais nous, on nique pas la batterie. Ah, assieds-toi, assieds-toi. Voilà. Donc, vous voyez un peu la différence d'impact que ça peut avoir. Voilà. C'est bon, tu me redonnes la parole, là? Et... Moi, juste, je voulais rajouter sur l'idée, quand Steve a fait ça, c'est assez amusant parce qu'on avait reparlé d'un fantasme de la science-fiction à une époque qui était celui de dire que peut-être les civilisations futures auraient une apps sur un terminal mobile qui leur permettrait en fait d'être consultés à chaque élection, enfin pas à chaque élection justement, pardon, mais à chaque modification de loi, et au même titre que les députés, donc du coup, ont un petit boîtier pour voter à chaque fois, bah, qu'ils seraient sollicités tous les citoyens. Alors, bon, fantasme... Ça pose d'autres problèmes. On pas en a technique parlé, je du crois, tout. au téléphone en préparant ce truc. En plus. Mais du coup, ça c'est typiquement fantasme science-fiction, super, peut-être dans les années 60-70, ça pourrait passer dans un film. Mais... justement, enfin, blague à part, aussi un des intérêts d'utiliser des outils existants et pas de faire une plateforme, c'est pas une plateforme de la loi, c'est GitHub. GitHub, quand il y a un changement sur un repository, vous pouvez demander à avoir un mail ou un push. Donc on peut imaginer. Donc là, d'un seul coup, si demain vous voulez vous abonner à la loi et recevoir des mails qui vous disent voilà les changements d'hier, bah, c'est pas moi qui les fais, c'est GitHub, c'est leur métier de le faire ça, de le faire bien. Détourner l'outil pour le faire sur la loi, ça vous ouvre tout cet éventail d'utilisation en fait. Donc c'est aussi un point de vue, c'est ce qu'on appelle en gros la méthode, c'est théorisé sous le gouvernement comme plateforme en fait, exactement. Exactement, et on sort du fantasme, on sort de la science-fiction et on va dans une façon réellement de le faire, et donc du coup on est définitivement dans l'innovation, on est définitivement dans les nouvelles technologies. Je n'ai pas parlé de la primaire.org, puisqu'on avait dit qu'on ne parlait pas de politique. On va faire même un petit shout-out quand même pour Thibaut. Non, on avait dit qu'on n'en parlait pas. C'est fait, zut, on en a parlé. Non, mais cela dit, c'est intéressant. Bah, trop tard. Si vous avez l'occasion, pour ceux, voilà, un truc qui s'appelle laprimaire.org. L'idée, c'est de faire une primaire pour les élections présidentielles citoyennes. Et comme on a dit qu'on ne faisait pas de politique, mais qu'on faisait de l'innovation et de l'entrepreneuriat, c'est très innovant. Regardez ce qu'il y a en dessous, voilà, parce que mine de rien, il y a une plateforme, il y a une logique, il y a une communication d'ailleurs autour du projet, de façon à investir le maximum de gens. En fait, c'est hyper intéressant parce que décrit. Ouais, ils ont, en tout cas, il semblerait qu'ils aient craqué le problème d'un système démocratique, c'est le populisme. En gros, c'est quand on demande son avis aux gens, leur avis aux gens, ça devient plus une guerre d'idées, ça devient une guerre de communication. Or, eux, ils ont craqué. Enfin, il semblerait qu'ils aient craqué ce problème-là, en fait, par la technologie. Donc comment on arrive à demander leur avis à une population entière, c'est-à-dire typiquement de voter pour des gens, sans être dans une guerre de com, où finalement ceux qui peuvent faire le plus de com, c'est ceux qui ont de l'argent. Mais on avait dit qu'on faisait pas de politique. On fait pas de politique. Bon, est-ce que du coup, il y a des questions? Oui. Des questions par ici. Je sais qu'il y a du coup des micros dédiés. Je sais qu'il y a également aussi une caméra dédiée à un moment, il me semble. Attention, faut pas l'éteindre. Ils vous ont filé mon ancien micro, c'est ça? Oui. En termes d'innovation. Il est déjà cassé. Sinon, on va répéter la question. Hein. Moi, je voulais savoir, en termes on est sur l'innovation. Moi, je comprends à peu près pourquoi vous avez utilisé cet exemple sous le terme innovation, parce que personne ne l'avait fait avant. Mais au final, qu'est-ce que ça a réellement apporté? Parce que moi, ce que je vois en regardant ça, c'est juste que vous avez retranscrit ce qui est dans le gros bouquin sur GitHub. Mais la finalité, c'est combien de lois ont été changées depuis que vous avez posté ça? Alors, depuis avril, je veux dire. Je répète la question. La question était de dire que, bien sûr, le bouquin avait été transféré donc, de façon électronique, a été numérisé, on peut dire. Même si, personnellement, je trouvais aussi un intérêt à pouvoir faire CTRL-F. Parce que dans le bouquin, c'est très chiant. Quand même. Non, mais parce qu'on est allé tout de suite sur des diffs, sur des trucs un peu de haut niveau, mais déjà, rien que CTRL-F, ça fait du bien. Bon, quoi qu'il en soit... Du coup, qu'est-ce que ça apporte? Et au sens, et la question qui a été posée particulièrement précise, c'est du coup, est-ce que ça a induit des changements législatifs? Est-ce que ça a changé la vie des gens, quoi? Oui. Alors, ce que ça a fait en termes populaires, déjà, parce qu'il y a différents axes là-dessus. Le premier, c'est en termes populaires.
Bah, le fait, par exemple, que je sois en train de vous en parler et que, en gros, je n'ai pas vraiment de mesure, mais ça a été, par exemple, sur GitHub, ça a été le repo le plus taré pendant 3 jours. Donc chaque jour, c'était le premier repo de tout GitHub qui avait le plus de traction. Non, non, attention. Je parle d'un point de vue populaire. Si après tu veux parler de changer les choses, là ça va être un point de vue plutôt législatif, etc. Non mais attention, il faut savoir de quoi on parle. Si tu parles de quelle est la mesure d'innovation, le principe de dire on mesure l'innovation, ça n'existe pas. Si par contre tu dis est-ce que ça a eu un impact par exemple, je sais pas, sur le gouvernement, sur le Parlement, etc. C'est peut-être ça ta question aussi, non? Vas-y. J'ai juste l'impression que du coup, c'est presque une fierté d'avoir réussi un buzz et qu'au final, vous nous présentez ça et qu'au niveau de l'innovation à proprement dit, on n'a pas vraiment avancé une fois que le projet a été terminé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de constater à l'unité près, en tant que loi telle quelle, décret tel quel, qu'effectivement, ils ont passé notre argent, nos impôts et sûrement 3 semaines pour changer de PRMR en parents. Mais est-ce que derrière, ça a apporté un quelconque changement dans la France? Tu parles le fait de faire sur GitHub, tu veux dire? D'avoir ça accessible à tout le monde. Ah oui, clairement. Alors, il y a plusieurs trucs. Donc déjà, sur le côté... Alors, la raison pour laquelle, aujourd'hui, ce projet, il continue pas, c'est une raison toute simple. C'est parce que les étudiants en droit, en fait, commençaient à s'échanger des commits du projet. Et moi, j'ai pas vocation à être une source de la loi. Donc, pour des raisons purement de responsabilité, de légitimité, le truc n'est pas mis à jour. Tout simplement, déjà. Première chose. Donc ça, tu vois, c'est aussi ça rentre dans le truc, tu vois. Donc ça a été volontairement, pas avorté, mais tu vois, c'est maintenu plus ou moins, mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais disons, c'est pas mis à jour régulièrement pour cette raison-là. Sauf que, je me suis dit, qui c'est qui a la légitimité de mettre la loi à jour? C'est l'État. Pas le gouvernement, l'État. Hein. Donc, j'ai été voir l'État. Enfin, cela dit, c'est plus compliqué, ceux qui sont venus me voir et tout, machin. Le point, je ne sais pas si tu as vu la loi sur la République numérique, qu'il y a eu en septembre, ça découle de ça, en fait. Donc, la plateforme qu'il y a eu de consultation populaire des lois, etc., ça découle de ça. Parce qu'en fait, ce que ça a montré, ce truc-là, c'est que c'était possible d'ouvrir un débat populaire électronique, qui était avant des mails de gens qui avaient été assez impliqués pour envoyer des mails. Moi, j'ai jamais envoyé de mail à mes députés. Hein. Mais je pense que la majorité ici d'entre vous n'ont jamais fait. Ou ne serait-ce que je n'ai jamais été un débat public de députés dans une salle commune le soir. Ceux qui y vont, c'est encore une fois une démographie restreinte. Le point... Ah, petit Larsen. Ouais, je sais pas ce qui provoque ce Larsen, j'en sais rien. Bon, quoi qu'il en soit... Attends, juste pour conclure. Pour répondre quand même. Donc le point, c'est que si tu veux, cette loi, elle découle en fait du fait qu'il y a eu un engouement populaire. Les gouvernements en particulier réagissent beaucoup aux engouements populaires, et qui peut être en bon ou en mauvais, ça c'est autre chose. Et là, au jour d'aujourd'hui, là, on est en train de regarder comment on peut faire le truc, avancer le truc, mais au point de vue étatique. Parce que moi, j'ai pas de légitimité en tant que personne. Enfin, j'ai pas de légitimité d'un point de vue juridique. Si, mais c'est parce que le jeune homme voulait prendre la parole, mais une petite parenthèse à faire entre deux, mais... En tant que personne, si tu veux. Ceux qui ont la légitimité de dire maintenant la loi est sous guide, c'est l'État. Enfin, en tout cas, je considère. Mais vu que ça traîne un peu des pattes, je vais quand même le faire, tu vois. Et puis on verra bien. Ce qui est intéressant aussi, je vois que vous êtes animé, c'est cool. Mais ce qui est important ici, parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est politique et innovation, c'est un sujet qui peut être tendancieux. Bon, attention, pardon. Je peux y arriver, ça va être cool, tu vois. Par rapport à l'influence de l'innovation, Steve l'a dit, mais j'incite, je répète du coup exactement ce qu'il a dit. L'innovation, ça ne se mesure pas avec un innovationnomètre, d'accord? Mais justement, je voudrais faire une analogie. La voiture qui se conduit tout seul. Si je fais un proto et que le proto n'est pas encore en production, est-ce qu'on peut dire que j'ai innové? Ou est-ce que comme j'ai pas encore influencé la vie des gens, puisque c'est pas réalisé au public, du coup c'est mort? Là pour moi, aujourd'hui, ce que Steve présente ici, c'est définitivement un proto. Et donc du coup, est-ce que ça a influencé la vie des gens? Pas encore. Mais du coup, j'espère qu'il n'y a pas besoin de longuement argumenter sur le fait de faire percevoir
la possibilité que ça a à ce sujet. J'ai fait exprès en plus de faire cette analogie par rapport à ce fantasme de la science-fiction, parce que ça, c'était complètement con. Ça, voilà, on ne peut pas faire juste une app dans le téléphone et tout, enfin, c'est complètement con. Sauf que par contre, du coup, faire que les gens puissent commenter du code, etc., ça, on perçoit bien que ça puisse exister. Après, de toute façon, d'un point de vue sociétal, on est d'accord qu'il y a un souci, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste dire qu'on va passer direct à GitHub et que donc, du coup, les développeurs vont être super contents, mais que tous les autres, c'est fini, ils sont morts, ils sont à la retraite, ils ont des cheveux gris. Et que du coup, ils ont pu voir au débat, etc. Cela dit, il y a une métrique qui est intéressante. Regardez l'âge moyen des votants aux élections présidentielles. Je vous laisse la surprise. Ce que je peux vous dire, c'est que quand le mec il va à la télé, c'est pas à vous qui parle. Et ça, c'est un problème, d'ailleurs. Hein, parce que moi aussi, je suis le premier à gueuler sur certains trucs. Mais après, il faut aussi décorréler deux choses. L'innovation, comme on dit, oui, ça ne se mesure pas, mais ce n'est pas forcément le succès. Il y a des succès sans innovation. Il y en a plein, d'ailleurs. Hein. Un restaurant, d'un point de vue, on va dire, business model, c'est pas innovant. On sait, on achète des trucs, on fait la manger, machin. On peut être innovant ailleurs, sur d'autres sujets, mais le succès n'est pas forcément lié à l'innovation, et vice-versa. Il y a plein de trucs innovants, je peux en parler, j'ai fait 4 ans en labo de recherche, il y a plein de trucs innovants que j'ai vus qui ne sortiront jamais. Parce que pas de marché, parce que plein de raisons, parce que le mec, il est tombé malade, il est mort. Donc personne ne reprend ses travaux. Enfin, il y a plein de raisons. Mais voilà, il faut juste décorréler les choses. On est bien sur un projet que vous avez quand même concrétisé. C'est-à-dire que même si vous êtes arrêté pour X raisons, vous êtes bien arrivé du point A au point Z, c'est-à-dire faire ce que vous vouliez faire. Ensuite, vous nous le présentez sous un class camp d'innovation. Pour moi, j'ai du mal à concevoir ça comme une innovation plus qu'autre chose qu'un buzz. Il n'y a pas de point Z, en fait. Là, c'est un prototype. Si tu veux mesurer, là, c'est le point A. Je suis d'accord. Et puis en plus, c'est un prototype un petit peu dur. Non, mais c'est pas pour être dur. C'est vraiment pas ça. C'est un ressenti pour comprendre plus le fond du problème, justement. Pour moi, je veux bien qu'on mette ça sous le titre d'innovation, pas de problème. Mais je veux voir. Enfin, pour moi, une innovation, c'est quelque chose, peu importe la société dans laquelle c'est installé, qui va avoir un impact, quel qu'il soit, minimum ou pas. Le fait est, pour moi, là, c'est juste de la retranscription de texte qui, au final, si l'humain ou le français X était motivé à lire le code civil... À ce moment-là, le prototype de la voiture qui se conduit toute seule, c'est une voiture avec 2 moteurs qui actionnent droite, qui actionnent gauche, avec des capteurs qui mesurent qu'il y a des obstacles ou qu'il n'y en a pas. Non, mais qui change complètement l'utilisation de la route, du gaz, de l'essence, de l'automobile, de tout ce que vous voulez. Bon. Attends. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu viens de définir ce que toi, tu mesurais comme étant l'innovation. Et moi, je te dirais que toi, tu vois l'innovation, il y a un truc, par exemple, qui est un problème pour beaucoup d'entrepreneurs, ce qu'on appelle l'innovation par l'usage. Quand tu veux demander un crédit d'impôt recherche, et tu fais l'innovation par l'usage, généralement, tu te fais jeter parce que les mecs ne vont pas vous innover quoi. Vous ne faites pas de la recherche, vous ne faites pas de la fission de l'atome, ben non, mais bon. Est-ce que, par exemple, on peut imaginer, est-ce que Airbnb est innovant, tu vois? Est-ce que Uber est innovant? Est-ce que, tu vois? Et donc, je pense que oui. Tu vois, et pourquoi? Parce que justement, ils apportent un concept complètement nouveau qui permet de changer le marché. Alors ça, tu peux le voir a posteriori. C'est facile, ils sont successful. Oui, mais ça c'est sûr. Mais le fait est que quand ils ont lancé le projet, qu'ils ont levé des fonds, qu'ils ont levé une équipe, qu'ils ont levé un staff, peu importe. Il aura fallu 3 ans. Ouais, mais peu importe. L'innovation ne se limite pas dans le temps, on est bien d'accord. Non, le point c'est que tu peux le voir, le point c'est de le mesurer, tu peux pas le mesurer a priori en fait. Ouais. Tu peux le mesurer qu'à posteriori. Si tu allais voir Travis Kalanick au début de Uber, ils avaient 50 chauffeurs dans San Francisco. Ils faisaient, j'ai eu les chiffres, mais bon, pas beaucoup d'argent. Et pour avoir parlé avec un des investisseurs de Uber, il disait, sur place, ça va nulle part. Bon, il se trouve que, tu vois. Mais on revient au sujet de l'exécution, c'est autre chose. Le point, c'est que tu peux, et malheureusement, si tu sais mesurer l'innovation a priori, ta vie, tu vivras très bien. C'est le problème de tous les investisseurs. A posteriori, c'est facile. A priori, c'est extrêmement... Je dis pas que mon truc est genre plus innovant quoi que ce soit. Hein. Mais je dis que si tu mesures dans ce cas-là sur le fait de Uber a changé la façon dont on commande un taxi, moi je veux dire, moi j'ai changé la façon dont on appréhende la loi. Tu vois. Ouais, sauf que Uber, au final, enfin encore une fois, je suis absolument pas dans la critique. Non, parce que en fait c'est intéressant parce que du coup on parle de ça en particulier, mais c'est un petit peu sous-jacent à plein de sujets, je trouve. On peut généraliser le truc. Ce qui est drôle, c'est que ça tourne un peu au débat de sémantique. C'est à quel moment c'est l'innovation, est-ce qu'un prototype est l'innovation, etc. C'est drôle parce qu'on constatait que nos
législateurs souvent étaient trop empris dans les débats de sémantique plutôt que dans le concret. Donc je trouve ça assez drôle. Est-ce qu'il y a d'autres questions quand même? Parce que je vois que l'assistance... Vas-y, on peut avoir par contre, je après, pense si que définitivement, il faudra que vous ayez une Parce que quand même, je vais conversation pas monopoliser, one-to-one. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Ou est-ce qu'on enchaîne? Il y en a une par là. Oui, alors bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut rester concentré? Si je n'entends pas la question, même avec un micro, vous reconnaîtrez que c'est quand même grave abusé. Donc restons... Donc ma question concernait, enfin j'ai bien compris que c'était à l'état de prototype, ma question concernait la communication. En termes de communication par la suite, parce que là vous nous le présentez ici, dans ce cadre-là, mais comment on est au courant, mis à part le tweet, moi j'ai pas Twitter par exemple, comment je peux être mis au courant que cette innovation a été faite? Comment vous pouvez... Comment je peux être au courant en fait, si tu veux. Que ça existait. Oui, que ça existe, voilà, que ça a été fait. Alors, quoi, en fait. Le budget com, ça a été un tweet. Donc... Voilà, c'est ça, ouais, mis à part le tweet, moi je n'ai pas Twitter par exemple. Donc, bien sûr. J'ai pas vraiment de réponse à ça parce que je sais pas ce qui a fait que, tu vois, ça a pris. Je peux que constater que ça a pris. Je sais pas ce qui a fait, pourquoi cette fois-ci. Parce qu'il y en a d'autres qui ont fait des trucs semblables. Je pense à Regard Citoyen, en particulier. Je ne sais pas ce qui a fait que ça a pris. Il y a certainement des raisons qui ont fait que. Peut-être une bonne personne qui a reparlé du truc, etc. Le truc, c'est que si la question en dessous, c'est si j'ai mon projet, comment je communique sur mon projet? C'est ça un peu, j'essaie de comprendre à travers. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que la communication, ça ne sert à rien si tu n'accroches personne. Tu peux parler, toi, si j'ai parlé d'un projet X, si tout le monde s'en tape, j'ai parlé dans le vide. Et même avoir des sous d'ailleurs, pour le faire, pour en parler. Oui, par exemple, typiquement, le cas typique, c'est que tu vas embaucher une agence de com qui va appeler tous les journalistes et dire « Ah, ça vous intéresse un rendez-vous avec machin. » Les exclusions des agences de com, elles ne font qu'appeler les journalistes ou appeler les journaux, les médias, et savoir si tu veux y aller, si ils veulent parler de toi. Ça marche, shot. Si les gens en ont rien à foutre, moi j'aurais pu appeler toutes les rédactions de journaux et dire j'ai fait ce truc-là, vous avez vu, c'est génial. Si les gens n'avaient rien à foutre, ça aurait peut-être eu un article, j'aurais été content, j'aurais partagé sur Facebook, mais ça se serait arrêté là, quoi. Ce qui est intéressant, par contre, c'est quand le truc se prend malgré toi. Par exemple, si tu vas sur producthunt.com, c'est un truc où les gens lancent leurs produits. Il y a plein de produits qui ont été lancés, non pas par les fondateurs, mais par la communauté. Parce qu'il y a un mec au détour d'un truc, il a trouvé ça, il a dit « Ah, c'est cool, je le mets sur Product Hunt, ça buzz. » Moi, j'en vois tout le temps, enfin, j'en vois régulièrement. Les mecs sont là, genre « Putain, je me suis réveillé ce matin, les serveurs sont tombés, on s'est écrasé, etc. » Ça, c'est la communication, enfin, c'est de la croissance organique. Les gens viennent tout seuls chez toi. Si tu dois communiquer là-dessus, tu ne peux jamais communiquer a priori sur ton projet. Il faut que tu saches à qui tu vas communiquer, ce que tu vas communiquer, pourquoi tu vas communiquer, etc. etc. Donc la vraie conseil que je peux donner là-dessus, c'est quand tu communiques à des gens, il vaut mieux remplir un verre, on va dire un volume d'eau égal, quoi. Il vaut mieux remplir un verre que remplir un seau. C'est le même volume, le volume étant l'argent par exemple, ou le temps que tu investis là-dedans, mais sauf que tu seras toujours jugé à la hauteur de la flotte. Donc imagine bien que si tu remplis une piscine, bah, c'est dur, quoi. Tu vois. Mais au-delà du conseil, que j'ai bien entendu, là pour revenir sur le sujet, quel sera par la suite le mode de communication en fait? Ah, d'accord. Ouais. Alors, le truc qu'il faut faire attention, puisque ça peut très très vite virer aux politiques. Et on l'a vu. Une des raisons qui a fait que ça a marché, en tout cas d'un point de vue comme justement ça a marché, c'est que justement c'était apolitique. Je ne suis pas en train de discuter si c'est bien ou pas, je suis en train de montrer ce qui s'est passé. Et donc la vraie difficulté, ça va être de dissocier en fait le discours qui va être fait d'un discours politique. Typiquement, éviter la récupération, quoi. Qu'il y ait un mec qui se fasse briller, bonjour, merci, bonjour. Voilà, photo, puis terminé. Donc là, l'axe de com, en fait, c'est... en tout cas, il y a deux mots qui sont importants pour l'axe de com futur, s'il doit y en avoir un, pour en avoir déjà parlé avec des gens qui vont bien, quoi.
c'est étatique. Donc on reste dans ce qui est dans la France, si je puis dire, quoi, et pas le gouvernement. Donc on sort du débat politique, on est juste dans les faits. Et le deuxième, on tente de sortir du débat politique. On tente. Parce que les gouvernements sont toujours membres de partis à un moment ou à un autre. Bien sûr, mais ça après, c'est la représentation nationale, après, ça c'est autre chose. Oui, et du coup, c'est toi, c'est ta stratégie à toi par rapport à tes valeurs et par rapport à ta vision, moi, si tu par veux, rapport à l'initiative. Voilà, moi je suis plus proche, on va dire, si je dois dire par exemple de l'Assemblée, que si on doit faire un spectre, je vais être à 80% du côté Assemblée que du côté gouvernemental, quel qu'il soit d'ailleurs, peu importe. Le deuxième point, c'est populaire. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ou plutôt bottom-up. C'est-à-dire que comment tu crées en fait la participation citoyenne sans avoir du bruit. Aujourd'hui, c'est un problème qui est non résolu. Aujourd'hui, participation citoyenne, ça veut dire bruit. Bruit, et donc des efforts, et pour l'avoir vu de mes yeux, des efforts qui sont monstrueux pour essayer de filtrer le bruit, quoi. Et c'est un problème qui est non résolu aujourd'hui. L'intérêt de cibler une communauté très dense, comme les développeurs en l'occurrence, c'est qu'ils sont moins, et les développeurs par définition, ils connaissent bien l'outil, tu vois, c'est pas genre qui n'ont rien à voir avec ça. Donc l'intérêt, c'est d'avoir une communauté où tu as moins de bruit. Plus petite communauté, évidemment, c'est pas la population. Certainement, elle a des biais politiques, des biais idéologiques, etc., qui sont différents peut-être d'autres populations, enfin d'autres catégories de la population. Mais le point, c'est que cette communauté-là, idéalement, elle générera moins de bruit que le reste de la population confondue. Donc c'est uniquement adressé aux développeurs. Pour l'instant, oui. Après, non, attends. Après, évidemment que l'idée, c'est que tout le monde puisse participer. Mais moi, j'ai pas la légitimité et j'ai absolument aucune idée de savoir comment je peux montrer ça à ma mère, par exemple. Mais au-delà du fait de participer, ne serait-ce que de consulter, en fait. Consulter ce qui a été fait par les développeurs. Alors, il y a eu un truc intéressant qui a été fait, c'est que les outils, par exemple, qui vont permettre aux gens de consulter, parce que là, on parle d'un truc développeur, tu vois, c'est vachement machin. Moi, j'ai aucune idée de quelle tronche ça va avoir. Par contre, peut-être que quelque part, il y a un mec qui a une idée de comment il faut faire. Et ça s'est passé. Il y a un mec qui m'a envoyé un tweet, genre 2-3 jours après. Il avait, donc, s'il s'était branché sur le GitHub du machin, il avait fait une version qui était digeste pour les gens qui connaissent rien. En gros, pour les juristes, etc., quoi. Un client guide, quoi. C'était pas un client guide, c'était genre un site. Mais genre, en gros, ça montrait les diffs propres et tout, c'était navigable. Il avait fait ça sans rien me demander. Et c'était bien foutu, d'ailleurs. Le truc intéressant, c'est que il m'a pas demandé. Tu vois. Et lui, il avait l'idée de faire comme il faut. Moi, j'ai aucune idée. Est-ce que je mets un bouton, est-ce que machin, j'en sais rien, moi. Tu vois, c'est pas mon métier, c'est pas ma... Par contre, peut-être qu'il y a un mec qui a une petite sensibilité code, ou juste assez, ou un mec, par exemple, qui a une grosse sensibilité pour le reste des gens, qui va apprendre le code juste pour faire ça. Ça peut se voir. L'idée, c'est qu'en fait... Il sera peut-être suivi aussi d'un autre gars qui va faire un truc encore mieux. Imaginons. Et qui, du coup, replacera... Mais l'idée, c'est que tu mandates pas des gens pour le faire, parce que la stratégie actuelle, c'est mandater des gens pour le faire. Tu vas aller voir une boîte, tu vas dire « Bonjour, on aimerait un site qui fait ça. » Ils vont dire « Bah voilà, ça coûte tant. » Le site, il est comment? Bah là, il y a un bouton, mais t'en sais rien, tu vois. Ce que tu veux faire, par contre, c'est que n'importe qui dans cette pièce, qui, par exemple, s'intéresse au sujet, dise putain, en fait, tu sais quoi, ça me travaille dans l'esprit, je ferais bien un petit site, tu vois, pour qu'ils se branchent là-dessus, j'en sais rien, pour rendre ça accessible au reste de la population. Peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Si ça marche, bah, il aura craqué le truc, tu vois. Et peut-être même qu'il y a de la valeur à créer là-dessus. Je connais déjà un mec qui fait une boîte, enfin, qui faisait une boîte, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bon, en tout cas, qui fait une boîte qui prendrait ces données-là pour faire du conseil aux avocats, qui payent très très cher ces données-là, au passage. Au passage, là, d'un coup, pour eux, maintenant, elles sont gratuites. Et typiquement, après, on pourrait aussi imaginer des analytics qui vous disent quelle est la proportion de modification de partie de la loi qui correspond, je sais pas, aux lois de finances, de façon à ce qu'on ait des statistiques, de voir que, par exemple, quand vous avez des analytics qui disent que tel gouvernement a fait une modification de la loi de finances, une toutes les 10 jours en moyenne, est-ce que c'est acceptable de fonctionner comme ça, etc. Et ça aussi, KPIs qu'on peut monter là-dessus, c'est des trucs intéressants. Bon, je m'étais promis d'essayer de glisser méritocratie aussi avec certains membres de l'équipe. Du coup, je le fais, parce que l'opportunité est trop tentante. C'est que du coup, on peut arriver aussi à imaginer que de nos jours, du coup, quelqu'un qui a une bonne idée, il puisse être connu au monde par les biais de l'Internet, par le biais des nouvelles technologies. Est-ce qu'on appellera ça de l'innovation ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup... Bah, ça va peut-être adresser des gens, ça va peut-être leur parler. Effectivement, si il y a Madame Michu, pardon, je parlais pas de ta maman, mais oui, du coup, Morin, du coup, bien sûr, mais si quelqu'un, par exemple, trouve un moyen de parler à sa mère sur les diffs,
avec une API, enfin pas une API, pardon, une interface, une apps, qui va peut-être se greffer sur l'API de GitHub en dessous, on s'en fout, c'est un détail technique. Bon, même si, ok, c'est peut-être la technicité qui est l'innovation, c'est peut-être la technicité qui est notre métier, etc. Mais au final, ça adresse des gens. Et du coup, ça permet d'adresser peut-être un plus grand nombre que les mécaniques que l'on a actuellement. Tu peux imaginer un truc, un fil, je sais pas, sur Facebook, une page Facebook qui t'envoie tous les jours, ou en temps réel, les changements dans la loi, tu vois. Alors, ça paraît un peu, tu vois, pas ça, hein. Mais juste, tiens, telle loi a changé, voilà ce qui se passe, tu vois. C'est une façon, j'imagine à la con, hein, mais il y a 50 façons de le faire. On pourrait en parler. Mec, les données sont là, hein. Mais vas-y, innove. On pourrait en parler. J'ai vraiment l'impression définitivement pendant des heures. Nous avons aussi donc l'autre intervention de Cyril, mais également aussi de vos camarades qui vont présenter leur projet. Steve, il va falloir que tu reviennes. C'est tout, voilà. Et puis les gens vont peut-être pouvoir aussi échanger avec toi, que ce soit après la conf, que ce soit par Twitter, par tous les mécaniques de réseaux sociaux qui sont de l'innovation, eux, quand même, si on peut. C'est marrant, quand même. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steve. C'est le moment où vous applaudissez aussi.